Donc à notre session autour des Google Glass, autour donc de notre sujet qui est en fait quel framework pour quel usage. Juste pour expliquer pourquoi ce sujet, en fait quand on a reçu les Glass, on a commencé à faire de la R&D dessus, à travailler dessus et ensuite forcément nos clients ont été intéressés en fait par ce sujet. Donc on a pu travailler sur diverses applications aussi bien autour de la banque, du luxe, on a eu de l'assurance aussi, des réseaux sociaux et aussi des transports. Et donc forcément, on s'est posé les questions qu'on se posait il y a quelques années, on peut dire maintenant, sur les smartphones, c'est-à-dire comment je vais pouvoir faire de l'authentification sur mes glaces, comment je vais pouvoir aller afficher de l'information à mon utilisateur, ou encore comment je vais gérer la voix, la chose qui est énormément poussée par Google, en tout cas autour des glaces. Avant juste de commencer la session, on va juste vous poser 3 questions afin de pouvoir en fait adapter notre discours au cours de la session. La première est qui a déjà eu l'occasion de te porter des glaces, de les tester. On commence à avoir pas mal de monde. La deuxième va juste être qui est adepte avec les concepts de timeline, de Mirror API, de JDK au niveau des glaces. On va passer un peu de temps dessus alors. Et la dernière question, qui développe déjà en fait des applications pour les Google Glass? Ok. Ok, très bien. Alors on va juste commencer par se présenter. Et ensuite on Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on peut se présenter. Alors moi je m'appelle Mathieu Hausser, je suis développeur d'applications mobiles natives chez Octo. Je fais surtout de l'iOS et de l'Android, mais dans ma vie j'ai fait des plateformes bizarres, Bada, BlackBerry, des choses comme ça. Aujourd'hui mon métier c'est d'être tech lead, c'est-à-dire que je travaille dans des équipes, je développe avec les équipes, mais mon objectif c'est de faire monter en compétence les gens en travaillant avec eux pour qu'ils aient des meilleures pratiques. Et moi-même, je suis donc Cédric Pointel, je suis également développeur mobile Octo Technologies donc depuis 5 ans. J'ai essentiellement fait de l'iOS, je sais que c'est un peu le mal ici. Je me suis également mis en fait en Android avec tout ce qui est wearable, et donc notamment les Google Glass, donc c'est pour ça que je suis également ici. Juste l'agenda en fait de la session, alors on va avoir 2 premières parties qui vont être très rapides, juste pour pouvoir reparler des glaces et différentes contraintes qu'on a à leur utilisation. Ensuite, on fera juste une présentation pour vous expliquer comment on peut développer sur les glaces, donc juste refaire un petit retour sur la Mirror API et sur le JDK. Et enfin, on passera en fait au sujet de la présentation, qui sont les frameworks qu'on a d'utiliser ou non, ou est-ce que ce qui était fourni de base par Google était suffisant en fait pour répondre aux différentes questions qu'on s'était posées. Juste pour refaire un petit retour sur l'historique, donc c'est un projet en fait qui vient donc du Google X Lab en 2011. C'est en 2012 qu'on a commencé à les voir et à en entendre parler lors de différents événements Google. Et c'est en fait en 2013 que Google a commencé à recruter en fait des personnes grâce au programme Explorer, où aussi bien des gens techniques que des gens non techniques ont pu en fait acquérir pour une somme de 1 500 $ des glaces pour pouvoir les tester, les utiliser et ensuite en faire des retours. 2013, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'on a commencé à pouvoir développer dessus en avril avec la Mirror API. Et en fait, le JDK qui a permis de faire des vraies applications natives qui tournent au sein des glaces n'est sorti il n'y a même pas un an, puisque en fait, c'était en novembre de l'année dernière. Les glaces, en fait, on peut pouvoir dire que c'est un peu l'équivalent d'un smartphone. Alors en fait, si on commence à regarder au niveau des capacités, on va plutôt être proche d'un Galaxy Nexus. Dessus, on va retrouver un appareil pour faire de la photo, pour faire de la vidéo. On va aussi en fait avoir un prisme qui va permettre de nous afficher en fait justement l'information qu'on va avoir besoin. Pour pouvoir interagir avec les glaces, on va avoir un microphone pour la voix. On va aussi avoir un trackpad pour pouvoir détecter des gestures sur la partie droite de la glace. Et enfin, on a par exemple le transducteur osseux qui lui permet en fait de transmettre le son en passant directement par la vibration osseuse. Alors juste pour préciser, en fait, dans la version numéro 2, a été fournie une oreillette parce qu'en fait, dès qu'on commence à être dans un environnement un peu bruyant, en fait, la conduction osseuse marche très mal. On a du mal à entendre. Une conférence Android par exemple. Qu'est-ce qu'on est capable de faire en fait sur les glaces? On va être capable de base de faire tout ce qu'on sait faire sur un smartphone. Alors ça va être faire de la photo, ça va être envoyer des messages à quelqu'un, ça va être également pouvoir utiliser la navigation Google. En fait, sur vos smartphones, vous êtes capable d'installer des applications, sur les glaces aussi. Vous avez entre guillemets un store disponible sur lequel actuellement il doit avoir à peu près ces 90 applications désormais de disponibles que vous pouvez installer de manière officielle via Google lorsque vous disposez de glaces. Comment je vais pouvoir interagir en fait avec mes glaces? Alors, on va avoir différentes manières. On va avoir la voix. La plupart des gens ont souvent entendu parler du fameux OK Glass Take a Picture, qui permet, donc en gros, le OK Glass permet de lancer un menu contextuel dans lequel on va avoir un ensemble de commandes, des commandes vocales qu'il suffit de dire pour pouvoir exécuter l'action donnée. Exécuter l'action donnée ou lancer l'application qui sera associée. On va aussi avoir le trackpad. Donc sur la droite des glaces, on va pouvoir interagir avec différentes gestures, soit des swipes, soit des tapes.
On parle du corps, on parle de la tête. En fait, la glace est dotée forcément donc, de capteurs, d'accéléromètres, du gyroscope. Donc on va pouvoir en fait détecter les différents mouvements de sa tête et pouvoir répondre à l'utilisateur en fonction du mouvement qu'il fait. Donc par exemple, la détection de oui ou non sont possibles. On a mis 3 petits points. C'est juste parce que vous le verrez plus tard. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire directement avec des glaces. Mais en fait, on va voir qu'il y a des frameworks qui vont pouvoir aller plus loin et pouvoir éventuellement faire de la reconnaissance de gestes avec la main. On parle des applications Ma Glace, alors qu'en fait, c'est quoi? C'est juste un espace dédié à sa glace, soit sur smartphone, soit sur via le web, qui va permettre d'y activer ou désactiver en fait, les applications qui vont tourner sur les glaces, mais également, par exemple, y configurer son Wi-Fi, pouvoir resetter de loin ses glaces, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en fait un petit écran. Souvent, lorsque des gens viennent pour tester les glaces, s'imaginent vraiment avoir en fait de la vraie réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment quelque chose qui va être devant son champ de vision, un peu à la Iron Man ou à la Robocop, avec de l'information qui va s'afficher un peu partout. En fait, c'est totalement faux. En fait, vous allez vous retrouver en fait avec un petit écran en haut à droite. En fait, on est sur un affichage qui dit tête haute. Donc en fait, c'est un petit écran qui s'est situé juste au-dessus de son champ de vision. Et donc pour pouvoir aller voir l'information, il suffit de jeter un petit regard en l'air pour pouvoir avoir l'info affichée. Une autre contrainte au niveau des glaces, ça va être la batterie. Forcément, c'est un device qui est autonome, qui se porte naturellement, qui n'a pas besoin d'être branché à un autre appareil. À l'exception si on est en situation de mobilité, qu'on va vouloir avoir une connexion, on va pouvoir l'appareiller avec son smartphone. Mais en fait, la batterie est assez limitée. Je crois que de base, c'était annoncé pour une journée, une dizaine d'heures. En réalité, on va être sur du 5-6 heures. Et en fait, dès qu'on commence vraiment à les utiliser, au bout d'une heure, la batterie est déchargée. Donc soit il va falloir avoir des petits boîtiers externes qui vont être branchés directement sur le port micro USB pour pouvoir la réalimenter et essayer de durer un peu plus longtemps. Maintenant que vous connaissez un peu mieux les glaces, pour ceux qui ne connaissaient pas bien, vous vous demandez tous comment faire ma première app sur Google Glass, mon premier Glassware. Pour faire des apps, il y a 2 façons de faire, il y a 2 types d'API pour le faire, il y a la Mirror API et le Glass Development Kit ou GDK. La Mirror API, c'est quoi? C'est juste des web services qu'on a à fournir à Google pour automatiquement créer une application sur les glaces. Comment ça marche? En fait, on va enregistrer auprès d'un serveur Google une API REST selon un certain format qui va s'authentifier avec de l'O2 et la glace va se connecter au service Google, va voir que l'application est authentifiée, va interroger ce web service et à partir des réponses de ce web service va créer un écran. On peut aller assez loin dans cet écran graphiquement, mais ce qu'on affiche c'est juste un écran. En plus, pour encore simplifier le travail, cette API, on n'a même pas besoin de la coder directement. Google propose des librairies en Java, en .NET, en Ruby, en Python, en plein d'autres langages. Sûrement celui que vous préférez est dans la liste. Le problème sur la Mirror API, c'est qu'on peut vraiment faire que des écrans statiques et utiliser des fonctionnalités de base des Google Glass. Dès qu'on va vouloir faire du offline, dès qu'on va vouloir faire du temps réel, dès qu'on va vouloir utiliser les capteurs directement du téléphone de la glace, on a besoin d'utiliser une application native en Glass Development Kit. Alors, la bonne nouvelle pour vous, qui êtes pour la plupart des développeurs Android, c'est que le Glass Development Kit, c'est de l'Android. Si je veux faire une application Glass, j'ouvre Android Studio, je fais un nouveau projet et je crée un APK, et c'est l'APK que je vais installer directement sur les glaces. Ça marche exactement pareil que sur Android. Aujourd'hui, le GDK il est en version preview, mais vous pouvez directement le télécharger. On ouvre le SDK Manager, on coche une case GDK et on a besoin de rien d'autre pour développer sur les glaces. Quand je dis rien d'autre, en fait, il n'y a pas d'émulateur sur les glaces, donc il faut quand même des glaces pour pouvoir tester. Donc la seule chose pour pouvoir développer sur des glaces, c'est d'avoir des glaces, ce qui n'est pas forcément facile, évidemment. Je dis que c'est de l'Android. Déjà c'est un Android récent, c'est de l'Android 4.4. C'était pas le cas au début. Aujourd'hui, c'est de l'Android 4.4. Donc, si vous voulez faire des animations, si vous voulez vous éclater sur les interfaces, c'est possible. Mais en plus, c'est même mieux qu'un Android parce que c'est un Android auquel on a rajouté trois gros frameworks. Un framework qui permet de faire de la reconnaissance vocale, un framework qui permet de faire de la détection des mouvements du corps, et un framework qui permet de faire des nouvelles interfaces adaptées au Google Glass, qui s'appellent les cards. Je vous ai présenté 2 façons de faire des applications sur Google Glass. En fait, vous pouvez faire les deux, vous pouvez mélanger les deux. L'idée, c'est qu'on peut utiliser la Mirror API pour pusher des notifications un peu riches sur les glaces.
qui vont apparaître dans la timeline. Depuis ces notifications, on peut lancer l'application native qu'on va demander à l'utilisateur d'installer. Et donc, on peut utiliser les deux et allier à la fois la flexibilité de la Miro API qui permet de mettre en prod des choses côté serveur instantanément et des applications natives qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Du coup, on va rentrer dans le cœur de notre présentation sur les différents frameworks et les usages. En fait, on s'est posé pas mal de questions en faisant des applications. On rencontre en fait toujours les mêmes situations. Et ce dont on va essayer de vous répondre aujourd'hui, c'est vous allez vous lancer demain dans votre première application Google Glass. Vous allez rencontrer les mêmes problèmes. Est-ce que c'est déjà résolu par le SDK de base des Glass? Est-ce que c'est déjà résolu par le GDK? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser un framework Android juste à prendre sur Maven Central? Ou est-ce que vous allez être obligé de redévelopper tout depuis zéro? Les cas classiques, c'est la gestion de la voix, faire de l'authentification, c'est les problèmes qu'on rencontre tout le temps. Alors justement, la première question qu'on a dit, c'était comment gérer la voix. Tout à l'heure, j'ai précisé qu'il y avait différentes manières d'interagir avec la glace, dont le trackpad et la voix. La voix est une chose qui a énormément été poussée. On parlait tout à l'heure du fameux OK Glass Take a Picture qui offre un menu et différentes commandes qui peuvent être dites. La première chose en fait qu'on va vouloir, c'est pouvoir apparaître dans le menu. C'est-à-dire que le jour où je vais vouloir faire mon application, c'est OK, mon application par exemple permet de gérer une banque. J'ai envie de pouvoir faire un virement. Je veux apparaître en fait dans ce menu pour que l'utilisateur puisse à n'importe quel instant appeler le menu et demander d'effectuer un virement. La voix peut aussi servir à transmettre de l'information. Quand on parle de transmettre de l'information, on peut imaginer une application qui permet d'envoyer des messages ou de prendre une note. Forcément, les Glass ne disposent pas de clavier, donc il va falloir que je transmette le texte, les phrases que j'ai envie de dire. Et donc je vais aussi utiliser la voix pour pouvoir transmettre ces informations à mon application et ensuite pouvoir les traiter. Les contraintes en fait au niveau de la voix, c'est qu'on va voir qu'il y a des commandes qui sont imposées. Alors imposer, c'est un verbe qui a été un peu fort à utiliser. En fait, c'est qu'on va avoir des commandes, c'est des commandes génériques. On ne va pas pouvoir forcément mettre notre brand en fait dans ce fameux espace où on a les différentes commandes. Et également, selon les usages, en fait, une connexion réseau peut être nécessaire. De base, avec le JDK, on va pouvoir en fait gérer la voix. On va avoir trois façons différentes. La première qui va pouvoir gérer les commandes vocales pour lancer son application. La deuxième, ça va plutôt être les commandes vocales contextuelles qui, elles, vont directement être utilisées au sein de notre application. Je peux imaginer par exemple une application d'actualité qui va afficher de l'actu, par-dessus laquelle je vais être capable de pouvoir afficher un menu qui va permettre de quoi? De partager un article ou éventuellement de pouvoir avoir plus d'informations. Je vais pouvoir utiliser mon trackpad, mais en fait, je vais pouvoir aussi utiliser la voix. Si je dis à mon application qu'elle est capable de répondre à ces commandes-là, je vais pouvoir directement, en parlant, partager mon article. La troisième façon, c'est la reconnaissance vocale. Donc ça, c'est pour plus ce que je disais tout à l'heure, qui était de devoir amener plus de phrases en fait, dans notre application, puisque, par exemple, j'ai une application de notes. On va se focaliser sur la première partie, qui est en fait la partie utilisée lorsque vous réalisez votre première application. Vous avez envie d'apparaître dans ce fameux menu. C'est très simple, en fait, il vous suffit juste de rajouter une ressource à votre projet, une ressource XML, dans laquelle vous allez spécifier votre commande. Si je reste sur mon exemple en fait, de mon application bancaire, je vais vouloir effectuer un virement et utiliser une commande. Ça tombe bien, en fait, dans les commandes de base qui sont désormais fournies. Alors, on doit actuellement être à une centaine de commandes qui sont disponibles. On en a une qui est le Sun Money. C'est parfait, j'ai envie de faire une application qui me fait des virements. Je vais pouvoir utiliser cette commande-là. Qu'est-ce qui se passerait si ma commande n'existait pas et que j'avais envie? En fait, je peux la proposer en fait, à Google. Cette commande sera validée ou non. Je parlais de commande générique, c'est-à-dire que si j'imagine une application qui veut cette fois pas effectuer un virement, mais directement lancer en fait, mon application bancaire pour afficher mon compte, je ne vais pas pouvoir utiliser par exemple un Open BNP. Je vais être obligé d'avoir un Open Account. Et si notre application, par exemple Société Générale, a envie d'acquérir aussi cette même commande, et elle pourra. Et c'est-à-dire qu'au moment où je citerai cette commande-là, si mon utilisateur dispose des deux applications, en fait, une interface proposera en fait, ensuite quelle application j'ai envie de lancer. Une fois qu'en fait je définis cette nouvelle ressource, il suffit qu'au niveau de mon fichier manifeste, je dise quelle activité je vais pouvoir lancer en fonction de ce nouveau trigger en fait, qui est mon Sun Money. Donc là, en l'occurrence, cet exemple-là, je lance l'activité principale. C'est-à-dire que mon application de base est faite pour effectuer un virement. Ce qui est intéressant, c'est que également, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle un prompt. C'est-à-dire qu'au moment où je vais exécuter cette commande-là, l'application est directement lancée. Si j'ajoute un prompt, j'aurai une interface intermédiaire dans laquelle je vais pouvoir ajouter du contenu additionnel.
Ce contenu additionnel, ça peut arriver par exemple dans mon exemple d'envoyer de l'argent. Je vais envoyer de l'argent, on va afficher à l'utilisateur, OK, combien tu veux envoyer? Dans ces cas-là, l'utilisateur pourra être amené à dire j'ai envie de transférer 200 €. Et au moment où mon application va être lancée, au niveau du OnResume, on récupérera au niveau des extras en fait, ces informations-là. Et après, il suffira juste de créer l'interface pour l'utilisateur pour lui afficher que 200 € vont être virés. Il ne me restera plus qu'à saisir en fait, le compte destinataire. Je suis capable désormais de pouvoir lancer mon application. Maintenant, la grosse question, c'est comment je vais pouvoir afficher de l'information. À quel moment j'ai envie? Par exemple, toujours sur mon exemple d'application bancaire, j'ai envie d'afficher mon solde. Je peux être amené à afficher aussi mes transactions. Maintenant, on peut avoir de l'affichage différent. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, je sais pas, je suis actuellement chez moi dans mon canapé en train de regarder de la télé, un film super avec ma copine. Mais malheureusement, en même temps, il y a Paris-Marseille qui joue, j'ai envie de le suivre. Je vais pouvoir directement en fait, avoir au niveau de ma glace une carte qui va pouvoir alimenter le match et donc m'alimenter les résumés du match, des commentaires, qui a marqué, etc., etc. Juste avant en fait, d'expliquer comment les différents types en fait, de cartes pour pouvoir réaliser ces interfaces, on va juste revenir sur le sujet de la timeline. La timeline, en fait, c'est l'interface des glaces. C'est-à-dire que lorsque vous lancez vos glaces, vous arrivez sur ce fameux écran où il y a l'heure, il y a marqué le OK glace. Et lorsque vous allez aller vers la droite, vous allez dans ce qu'on appelle le passé. Le passé, en fait, des événements donc, qui sont passés. Ça peut être, par exemple, j'ai reçu un mail, j'ai un virement qui a été effectué, ou encore j'ai reçu une actualité. Vers la partie gauche, on va avoir ce qu'on appelle le futur et le présent. C'est-à-dire que c'est de l'information que j'ai besoin à l'instant présent. Par exemple, Google Now va par exemple me présenter des lieux autour où je peux aller, ou ça peut être par exemple mon fameux match de foot qui va être présent parce qu'en fait c'est quelque chose que je vais vouloir accéder rapidement pour pouvoir avoir le flux et savoir où est-ce qu'on en est au niveau du match. Lorsqu'on va descendre d'un niveau, au niveau de la home, on va se retrouver en fait dans l'espace des glassware, des applications. C'est le terme qui a été utilisé par Google pour une application sous Google Glass. Donc là, on va se retrouver avec nos applications qui sont installées, que je vais pouvoir exécuter, lancer pour pouvoir avoir, par exemple, plus d'informations. Je disais qu'on avait trois types de cartes. En fait, le JDK nous les offre de base. On va avoir en fait des cartes statiques, des cartes live et des cartes immersives. Les cartes statiques vont plutôt être dans la partie passée. Donc c'est un contenu qui est figé, qui ne peut pas être, qui n'a pas besoin d'être auto-rafraîchi. On va pouvoir avoir du texte, de l'image, de la vidéo. Et par contre, ces cartes sont limitées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir avoir accédé aux fonctionnalités des glaces. On va avoir ensuite les live cards. Elles sont différentes, vont donc être dans la partie présent de ma timeline. En fait, vont pouvoir avoir accédé à d'autres fonctionnalités. Par exemple, l'accéléromètre, le gyroscope. Elles n'auront pas accès à toutes les fonctionnalités. Parce que si vous vous rappelez, je suis dans ma timeline. C'est-à-dire qu'en fait, si également je bouge avec mon doigt de gauche à droite, je navigue dans ma timeline. Donc récupérer les informations de l'utilisateur swipe avant ou arrière n'ont aucune utilité, puisqu'en fait, c'est naturellement les gestures utilisées pour naviguer de carte en carte. Ensuite, on a les cartes immersives. Alors, les cartes immersives, c'est quoi? C'est ce qu'on va se retrouver en fait sur le niveau en dessous de ma fameuse timeline. En fait, c'est des activités standards Android que vous avez l'habitude de faire. La seule contrainte derrière, c'est qu'il va falloir que vous respectiez aussi les guidelines de Google pour pouvoir respecter les layouts, les marges. De base, les polices sont également imposées. Les tailles de texte doivent être optimales, puisque forcément, on n'est pas sur des glaces pour pouvoir afficher, par exemple, un article complet d'une actualité, mais plus, par exemple, un résumé et éventuellement offrir ensuite la possibilité à l'utilisateur soit de l'ajouter à une liste de lecture, soit de le partager. L'avantage du côté des cartes immersives, c'est que là, on va pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités du device, de la classe. Mathieu a précisé tout à l'heure que le JDK est en version preview. En fait, ça fait moins d'1 an qu'il est présent et il évolue énormément. En fait, il y a quelques mois, quand on développait des cartes, on avait déjà une classe qui était fournie, qui permettait de faire des choses relativement simples, ce qui était afficher un texte et un sous-texte, une image en fond, une image à gauche. En fait, ça a beaucoup évolué, étant donné, comme on l'a dit, il y a des guidelines imposées par Google. Il y a une nouvelle classe qui est apparue, qui est le card builder, qui lui permet directement de spécifier quel type de carte je vais avoir besoin, qui va être déjà générer le layout associé, et j'aurai juste en fait à peupler mon objet avec les informations que j'ai envie de lui fournir. Par exemple, on peut prendre le cas d'une alerte. J'ai besoin d'afficher à mon utilisateur une alerte. Il suffit que je prenne en fait le layout alerte, et dans ces cas-là, j'ai juste à configurer le texte que j'ai besoin. C'est la même chose si je fais une application qui fait du chat ou qui envoie des messages. Je vais avoir le layout auteur qui va me permettre d'avoir un rendu type envoi de message avec l'image de mon utilisateur, la paire de l'expéditeur et ensuite le message. Bien entendu, lorsque je vais faire ces interfaces-là, je vais avoir besoin à un moment de connaître mon utilisateur. Alors connaître mon utilisateur, il va falloir forcément que je fasse de l'authentification. Oui. En fait, dans vos applications mobiles, le premier écran, c'est souvent un écran avec un login mot de passe. Sur Google Glass, ça pose tout de suite un problème et l'authentification, c'est pas simple.
Dans quel cas on peut avoir besoin d'un login mot de passe? Ça peut être dans un cas plutôt trivial, un réseau social, j'ai besoin de savoir qui je suis, mais ça peut être aussi dans un cas où c'est très important que ce soit sécurisé, etc. Par exemple, une banque, une assurance. Le problème, c'est que j'ai pas de clavier sur mes Google Glass, donc je peux pas saisir mon login mot de passe, et que l'interaction principale, c'est la voix. Je me vois mal dans le métro en train de crier mon numéro de compte et mon mot de passe pour m'identifier sur mes glaces pour faire un virement. Donc il faut trouver une autre solution. La solution 1, elle est fournie par Google, elle est fournie directement dans le GDK, et en fait, elle est liée à la façon dont on installe les glassware. Quand j'installe une application, je ne l'installe pas directement depuis les glaces, il n'y a pas de store depuis les glaces, je dois me rendre soit sur un site web, soit sur une application mobile, qui est présente sur Android et iOS, et je choisis d'installer mon application. Une fois que cette application est installée, le concepteur de l'application peut me rediriger vers son site web pour procéder à une authentification et générer un token qui va renvoyer à la glace. C'est le cas par exemple de Twitter. En fait, quand j'installe l'application Twitter sur mes glaces, je vais activer le glassware Twitter, je vais être redirigé vers la page d'hôte de Twitter, je vais saisir mon login mot de passe, voir si je le fais sur mon téléphone ou sur mon ordinateur où je suis déjà logué, ça va le faire automatiquement, et ça va générer ce token pour l'envoyer à mes glaces, et je vais utiliser celui-là pour me connecter. La deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser un QR code. En fait, si pour une raison ou pour une autre, l'installation, ce n'est pas le bon moment pour choisir cette authentification, la solution, c'est de générer un QR code depuis votre site web ou votre smartphone. Ce QR code, il va générer un token unique de connexion pour garder le côté sécurisé. On ne va jamais stocker le mot de passe et le login et le mot de passe dans le QR code, mais un token unique. Et pour lire ce QR code, on va utiliser une librairie que vous connaissez sûrement sur Android, qui s'appelle ZBar, qui est une surcouche à Zebra Crossing et qui permet de lire des codes barres. Donc ZBar, ça fournit un objet qui s'appelle l'image scanner, qui se configure exactement comme sur Android. On crée notre image scanner et on est capable de lire un QR code. Une fois que je me suis logué avec les Google Glass, j'aimerais bien interagir avec mon environnement, voir des objets et pouvoir interagir avec eux. Dans quel contexte ça peut m'arriver? On peut imaginer des applications de m-commerce sur Google Glass. On va peut-être parler un jour de G-commerce, de Glass Commerce. On peut imaginer des applications événementielles où j'ai envie d'interagir avec des objets. Dans la logistique, la caisse où j'ai envie de prendre un élément, j'aimerais l'identifier. Si j'imagine dans mon entreprise des employés sur le terrain qui sont équipés de Google Glass et qui doivent interagir sans les mains avec des objets de leur environnement, j'aimerais bien qu'ils puissent déterminer quel est cet objet et avoir de l'information spécifique sur cet objet. Le problème là-dessus, c'est que dans beaucoup de cas, quand on doit détecter un objet, on n'a pas forcément du réseau, parce que Google Glass se connecte seulement au Wi-Fi, ou alors en connexion 3G partagée depuis le téléphone, ce qui peut poser des problèmes aussi. Et du coup, on aimerait bien pouvoir le détecter sur les glaces, et avec des performances raisonnables, parce que le processeur de la glace, évidemment, il ne faut pas trop le solliciter. La solution, c'est la même que tout à l'heure. La solution la plus simple, c'est de ne pas faire de détection d'objets, mais de mettre un code barre sur vos objets. Alors ce code barre, ça peut être ajouter un QR code ou utiliser le code barre classique qu'il y a sur des produits déjà en magasin, par exemple. Du coup, comme la solution c'est ZBar, j'en profite pour vous donner plus de code. Comment ça marche ensuite? On va mettre un layout avec une caméra preview que potentiellement on va cacher, parce qu'on n'a pas envie d'avoir le retour visuel à l'utilisateur. On va lui mettre une callback d'autofocus. Après quelques essais sur les Google Glass, le bon temps de callback d'autofocus, c'est 1 seconde. Dans la callback d'autofocus, on va rappeler notre image scanner qu'on a instancié avant, et on va lui faire traiter le code barre. La solution 2, c'est de faire de la vraie reconnaissance d'image. C'est possible de faire de la détection de forme sur Google Glass, comme c'est possible de faire de la détection de forme sur Android. Il y a une librairie open source qui s'appelle OpenCV, qui sur cet exemple-là, me permet de détecter une bouteille de Coca-Cola. En vrai, si vous voulez utiliser OpenCV, ça demande vraiment de l'investissement, et pour avoir un résultat correct, il faut s'y prendre, il faut vraiment investir sur le sujet. Si c'est le cœur de votre application, c'est une bonne idée. Si c'est juste pour faire un POC, ce n'est pas forcément la bonne solution. Une fois que je me suis authentifié, j'ai interagi avec les événements, j'aimerais bien pouvoir proposer à mon utilisateur une façon simple de naviguer dans mon application, une expérience utilisateur simple. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, les Google Glass, en fait, il n'y en a pas beaucoup. En France, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Et les gens qui utilisent des Google Glass, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais utilisé des Google Glass. Les situations qu'on rencontre dans la vraie vie de gens qui utilisent des Google Glass, c'est quand c'est sur des salons, c'est dans des soirées de démonstration organisées par des entreprises, c'est pour montrer l'innovation dans l'entreprise, c'est des utilisateurs privilégiés, par exemple, qui gagnent un jeu concours et à qui on veut proposer une expérience premium avec des Google Glass. Et donc, on doit traiter ces utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les Google Glass. Du coup, il y a deux défis à résoudre là-dessus. C'est le premier, il faut que ce soit simple pour que ce soit simple à utiliser directement, et en plus, il faut que ça ressemble à ce que fait Google sur les Google Glass, parce que l'utilisateur va déjà apprendre à utiliser Google Glass avant d'apprendre à utiliser votre application. Donc il va devoir apprendre deux choses à la fois, autant lui simplifier la vie. Le premier écran qu'on rencontre quand on met les Google Glass, quand on dit OK Google, on a un écran avec une liste des actions qui sont possibles de faire. Pour naviguer dans cet écran, on peut naviguer en bougeant la tête de haut en bas. Du coup, ça fait des trucs bizarres avec le micro, mais en bougeant la tête de haut en bas. Et ça nous permet de voir toutes les actions possibles. Du coup, on peut se dire, on pourrait faire la même chose dans notre application. Pour faire ça, il y a un outil qui s'appelle le Sensor Manager, qui est aussi fourni directement dans le GDK, qui me permet de savoir l'angle de ma tête et de câbler cet angle de rotation avec une scroll view. On peut se dire, tiens, c'est le mode de sélection parfait sur les listes sur Google Glass, donc je vais sélectionner comme ça, je clique, je sélectionne l'élément. En fait, c'est une fausse bonne idée, parce que autant c'est facile de naviguer comme ça, autant c'est pas précis pour sélectionner un élément particulier. Et justement, dans cet écran de Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent de les voir, et on sélectionne par la voix. Donc du coup, l'usage, c'est plus, je veux lire un article un peu plus long que la taille d'un écran, je vais défiler dans mon article. Je veux lire une fiche produit qui fait un peu plus que la taille d'un écran, et je vais pouvoir défiler dans ma fiche produit. On a ce fameux élément Sensor Manager. On peut aller plus loin que ce Sensor Manager pour utiliser un peu plus les mouvements du corps. Le Sensor Manager, ça fait plus de choses. Il y a de la rotation, il y a de l'accéléromètre, du gyroscope. On peut avoir plein d'informations là-dessus. Et donc, on peut essayer de se servir des mouvements du corps pour faire des actions. Par exemple, on pourrait imaginer une application où je fais un mouvement de oui de la tête, un mouvement de non de la tête. Et si on combine cette application avec une application que vous connaissez sûrement sur smartphone qui s'appelle Tinder, j'ai des profils de personnes célibataires qui s'affichent en face de moi. Je fais oui, ça me propose de les rencontrer. Je fais non, ça passe à la suivante. On arrive à faire du fun, des applications innovantes sur Google Glass, adaptées au Google Glass, en finalement 4 lignes de code. Le défi, ça va plutôt être de calibrer et de savoir ce que c'est un geste de oui et un geste de non. Mais on peut faire des choses très, très faciles avec les Google Glass comme ça. La dernière solution, les Google Glass, c'est équipé d'une caméra. Une caméra, ça permet potentiellement de faire de la reconnaissance de gestes. Vous pouvez penser à la Kinect, par exemple. Alors, on ne peut pas aller aussi loin qu'une Kinect avec une caméra de Google Glass, mais il y a une startup qui s'appelle On The Go Platform qui fournit un SDK qui permet de faire de la reconnaissance de gestes devant votre main. Ce SDK, il est disponible sur Google Glass, mais aussi sur Android. Il y a une version, elle est payante, mais il y a une version d'évaluation gratuite qui permet de tester même sur votre Android comment ça marche. Et ça détecte des mouvements de type swipe vers la droite, vers la gauche, des actions des mains, genre le poing fermé, le pouce vers le haut. Et ça permet... alors, il y a des actions qui sont justement faites dessus. Il n'y a pas le doigt d'honneur, non, c'est pas encore prévu. Mais justement suivant la licence que vous payez, vous avez un certain nombre d'interactions qui sont prévues. Les interactions sont codées dans l'application en dur pour des raisons de performance. Et il y a même une offre qui permet de faire votre geste à vous. Si vous leur demandez, alors ils vont vous faire un devis pour coder votre geste à vous dans votre version du SDK, mais c'est possible d'avoir votre propre interaction. Maintenant, on a une jolie application qui fait pas mal de choses, qui est facile à utiliser. En fait, pour l'instant, on est resté dans notre application, et notre application, elle reste entre elles, elle communique avec rien. On aimerait bien pouvoir communiquer avec d'autres utilisateurs, communiquer avec le SI, faire vivre cette application dans un écosystème un peu plus complet. Donc je parlais tout à l'heure de réseau social. Si je suis sur un réseau social sur Google Glass et que je peux parler à personne, c'est un peu triste, et donc du coup, il faut mettre des choses en place. On peut même imaginer des choses plus loin. Imaginez utiliser la caméra de la Google Glass pour faire de l'assistance à distance. J'appelle un téléconseiller, il voit à travers mes yeux, il voit mes mains, il voit ce que je suis en train de manipuler, et il va pouvoir m'aider, me dire attention, cette vis-là, c'est la vis rouge qu'il faut dévisser et pas la vis verte. Le problème là-dedans, c'est que c'est toujours des problèmes de connexion.
on a besoin d'être assez simple sur les connexions pour pas trop surcharger la Google Glass, et aussi la capacité du processeur. Je vous parle de vidéo là. La vidéo, on atteint un peu les limites de ce qu'est capable de faire la Google Glass. Du coup, la première solution, c'est de ne pas faire de vidéo et d'utiliser vos API classiques. La bonne nouvelle sur les Google Glass, c'est que ça a accès à du réseau. C'est pas comme Android Wear, ça accède directement à Internet de façon simple. Et même, vous pouvez utiliser votre librairie réseau préférée. Je ne vais pas lancer le débat ici parce que je sais que ça peut durer longtemps, mais on peut utiliser Volley, on peut utiliser RoboSpice, on peut utiliser Retrofit, on peut utiliser ce que vous voulez. Ça marche, et ça va même plus loin que ça, parce qu'en fait, le code, ça va être le même que sur votre application Android que vous avez déjà. Vous copiez-collez votre requête dans le projet Google Glass, et hop, c'est parti, l'application est déjà à 90% codée. Il y a juste l'interface à refaire. Je parlais de vidéo, il y a un outil qui permet de faire des vidéos qui s'appelle QuickBlocks, qui est un outil en SaaS qui permet de faire du chat vidéo entre des applications mobiles. Ça marche sur iOS, ça marche sur Android. Le SDK Android, on l'a testé sur Google Glass, ça marche très bien sur Google Glass, et ça permet par exemple dans le cas présent, de faire communiquer une Google Glass avec une tablette. Et donc là, je suis vraiment dans mon cas du téléconseiller qui va voir par mes yeux et qui va m'aider à manipuler quelque chose de compliqué à manipuler. Quand je vous dis que ça marche tout seul, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que forcément les Google Glass, c'est une taille d'écran pas très standard, c'est une orientation d'écran pas très standard. Du coup, le SDK QuickBlocks, il n'est pas forcément fait pour ça. Il faut un peu triturer dedans, il faut un peu faire d'introspection, un peu modifier des variables privées pour modifier les paramètres. Mais on arrive à s'en sortir et on arrive à avoir un rendu très correct avec QuickBlocks. J'imagine que vous avez tous vu dans la salle en bas, j'ai jamais vu autant de Google Glass présentes dans la même pièce au même moment. Donc si vous n'en avez pas testé, les personnes qui n'ont pas levé la main au début, je vous encourage à le faire. Il y a des gens de Google qui sont là avec des Google Glass qui peuvent le faire. Nous, on a des Google Glass aussi, et on est présent sur le store d'Octo avec les applications dont on a parlé aujourd'hui. On les a installées, on ne peut pas forcément dire les noms encore aujourd'hui parce qu'il y a des applications internes, il y a des applications qui ne sont pas sorties, dont on n'a pas le droit de parler, mais on peut vous les montrer quand même, vous n'en parlerez pas trop autour de vous. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question est de savoir si le GDK aujourd'hui permet de connecter, en fait, d'avoir les notifications directement sur les smartwatches ou... Non, pas du tout. En fait, Google a pris deux approches vraiment radicalement différentes sur les smartwatches et sur Android Wear et sur la Google Glass. Android Wear, ça a été conçu comme un périphérique du téléphone, et donc c'est le téléphone qui va envoyer sa notification, à la watch, qui elle ne va pas se connecter directement à Internet. La Google Glass, c'est vraiment un périphérique à part entière, avec sa propre connexion Internet, avec ses propres applications. Et donc du coup, on va pouvoir configurer son compte Google dessus, avoir les notifications de ses mails automatiquement grâce à l'application Gmail qui est installée dessus. Mais par contre, si j'ai mon application préférée qui n'est pas une application Google et qui n'existe pas sur Google Glass, les notifications ne sont pas présentes. Il faut vraiment le faire. La façon la plus simple de faire pour faire de la notification, c'est d'utiliser la Mirror API. C'est même plus simple que de faire du push sur mobile au niveau ressources, au niveau infrastructure, etc. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions? Est-ce que vous avez une idée combien ça va... Est-ce que vous avez une... les glaces, elles coûtent quoi? 1500 $ aujourd'hui? Aujourd'hui, les glaces, ça coûte 1500 $. Elles sont disponibles qu'aux États-Unis et en Angleterre. En Angleterre, c'est 1800 livres, c'est ça? Donc c'est même plus cher en Angleterre. Ah oui, oui. Par contre, c'est vraiment une version développeur qu'on a aujourd'hui, c'est pas une version grand public. La version grand public, moi je pense qu'elle sera moins chère. Après, je bosse pas chez Google, donc je n'ai pas forcément la réponse à la question, mais en tout cas, à 1500 $, je pense pas qu'elle peut marcher. Et après, est-ce qu'ils ont bien pensé moi, je crois qu'il y aura beaucoup de problèmes de sécurité, de notions de privacy. Il y aura des interdictions. Déjà,
à l'utilisation de Google Glass. Dans des restos et tout ça, elle ne veut pas qu'on Oui. filme. Comment ils vont gérer ces choses-là? Alors, il y a déjà eu des interdictions, effectivement, des Google Glass dans certains lieux. Je pense que c'est pas forcément encore aujourd'hui la question. De toute façon, les Google Glass sont sortis dans très peu de pays, et elles sont pas encore en grand public. Elles ont le temps de s'améliorer d'ici là. Par contre, Google a vraiment poussé très loin le software dessus, l'OS, les outils pour les développeurs. Ils ont vraiment fourni quelque chose qui est très facile pour les développeurs Android, de porter une application Android dessus. Et donc du coup, on peut déjà tester des choses et voir dans une condition réelle ce qui va se faire. Je pense que la question va se poser au cas par cas. Je pense que la société va devoir se poser des questions là-dessus. C'est pas vraiment notre débat en tant que développeur. Est-ce que vous avez une idée quand ça sera livré au grand public et à quel prix? Non? Pas du tout. Par contre, je pense qu'il y a des gens de Google en bas qui ont peut-être plus de réponses que nous sur le sujet. Je ne suis pas sûr. C'est un acte de foi, le développement, alors. Oui. Du coup, vous savez tous partir dès demain faire votre application Android, votre application Google Glass. Vous êtes chaud et... Je veux voir 100 applications sur Glassware demain. Bah, en fait, ce qui est vraiment frustrant finalement, c'est qu'il y a vraiment un beau produit, quelque chose qui est assez excitant, quelque chose qui est vraiment novateur, et finalement, pour pouvoir en bénéficier, il faut l'acheter. Et est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu sais s'il y a un émulateur qui est prévu, un simulateur, quelque chose pour simplement pouvoir développer si on n'a pas 1000 et quelques euros à débourser? Alors aujourd'hui, c'est vraiment pas prévu. Moi, ce que je pense, c'est que le jour où elles seront grand public, les Google Glass, le jour où elles seront vendues, il y aura un émulateur, il y aura un simulateur, il y aura quelque chose pour pouvoir tester dessus. Typiquement, si on compare au développement de Android Wear, qui historiquement est sorti après les Google Glass, mais qui est sorti directement en version publique. Sur Android Wear, il y a tout de suite eu un simulateur, il y a tout de suite eu un moyen de tester. Je pense que le jour où elles seront publiques, on aura un moyen de tester. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les choses à faire. Il y a... Juste pour ceux qui sont intéressés, on organise le Paris Glass User Group et on fait une soirée jeudi soir. Si vous voulez en savoir plus, tester les glaces, parler un peu plus dev ou voir les applications, notamment les applications françaises qui ont déjà été publiées sur MyGlass, meetup.com et vous cherchez Paris Glass User Group. Et c'est jeudi soir à 19h. Chez Valtech. De la même façon, il y a la Société Générale qui organise un hackathon la semaine prochaine, c'est pas ce week-end-là, celui d'après, autour des Google Glass et l'Oculus Rift. Il y a des événements qui sont avant, il y a une session mardi prochain d'introduction au développement, de bootstrap au développement sur les Google Glass et sur Oculus Rift que je vais faire, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et c'est à l'école 42 le hackathon et c'est à Lizard Multimédia la session de... Alors le hackathon c'est pas ce week-end-là, celui d'après, et la session de code c'est mardi prochain, dans une semaine exactement. Bah, merci pour votre attention.